Aujourd'hui, nous sommes avec un grand monsieur de la culture et des arts. Nous allons le laisser se présenter. Un grand monsieur de la culture et des arts, c'est peut-être un petit peu trop fort. Vous êtes avec Abdoulaye Diallo, que l'on nomme depuis quelques années le berger de l'île de Ngor, et qui souhaiterait ou qui voudrait être un jour artiste peintre. Monsieur Diallo, on sait que vous avez un cursus assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous êtes venu à l'art? Par le jeu. Mais enfin, bon, disons que j'étais par le passé ingénieur, je le suis toujours d'ailleurs, et je m'étais spécialisé donc dans les télécommunications. Une fois l'âge de 55 ans atteint, j'avais décidé de me consacrer à la lecture et à l'écriture. Entre 55 et 59 ans, j'ai publié plusieurs fois. Et lors de la présentation de mon dernier ouvrage, La fuite du volcan, quelques autorités gouvernementales et les autorités de la mairie de Dakar de l'époque avaient effectivement décidé de venir sur l'île de Ngor pour m'entendre leur parler de cette fille du volcan. C'est à l'occasion que nous avions organisé en relation avec M. Gaston Madera un festival de peinture, de musique sur l'île. Et c'est ce jour-là, en 30 décembre de l'an 2011 exactement, que pour faire rire un certain public, j'avais décidé de mimer les mouvements d'un grand peintre, paix à son âme, il s'agit de Feu Krembaï. J'ai voulu mimer donc ces mouvements. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai appelé artiste, et j'ai essayé de performer pour devenir réellement ce que les uns et les autres pensaient de moi. Et 6 ans et demi après, voire 7 ans, on m'appelle l'artiste de l'île de Ngor. Comment cela avait été accueilli à l'époque par vos proches, par vos parents, vos enfants, vos amis, le fait de laisser un milieu aussi prestigieux que l'ingénierie des télécoms venir se lancer dans l'art? J'avoue sincèrement que du fait de la compréhension que certaines personnes ont de l'art et des artistes, c'était un petit peu difficile. C'était un petit peu difficile, d'autant que dans ma vie passée, je rentrais presque dans mes toilettes en cravate et chemise blanche. Bon, arriver chez soi un jour en jean taché de peinture ou chemise tachée de peinture, ça pouvait choquer. Ça a dû choquer certainement certains de mes amis, mais qui par respect ne me l'ont jamais dit. Ça a dû choquer certains membres de ma famille qui aussi par respect ne me l'ont jamais dit. Bon, bref, je l'ai senti, j'ai senti chez certains quelques appréhensions. Mes enfants, ils ont su le gérer avec respect et j'ai su aussi décrypter leur inquiétude et leurs soucis au point de ne pas trop les choquer et de travailler réellement à les convaincre sur la nécessité que faire de l'art, c'est comme faire un métier d'ingénieur, c'est comme faire un métier d'entrepreneur, c'est comme faire un métier d'architecte ou un métier de médecin. Et ça, j'y crois. J'y crois très fortement parce que je dis qu'en réalité, le métier d'artiste est le seul métier ou un des rares métiers au monde qui en englobe plusieurs. Pour être artiste, il faut être un bon ouvrier, il faut savoir faire les choses avec ses mains, je dirais même avec ses mains et ses pieds. Pour être un bon artiste, il faut être un bon penseur, il faut avoir beaucoup voyagé, voyager par la lecture ou voyager physiquement. Il faut en tout cas avoir vu et lu plein de choses, être un penseur. Pour être un bon artiste, il faut être un bon ingénieur, parce qu'en réalité, je ne vois pas de différence entre le métier d'ingénieur et le métier d'artiste. On est toujours dans la mathématique et dans la géométrie essentiellement. Pour être aussi artiste, il faut être un bon vendeur. Parce que ce que vous faites, vous ne le faites pas pour le garder sur vos murs ou le garder dans des trucs. Vous le faites pour pouvoir un jour le vendre. Donc si vous ne savez pas marketer, si vous ne savez pas communiquer, il est évident que vous pourrez faire les plus belles choses de la terre, mais qui ne se sortiront jamais de votre espace. Voilà, donc un métier qui en englobe plusieurs est forcément un métier de grande noblesse. Et là, aujourd'hui, quand on voit le marché de l'art et les possibilités qu'une œuvre d'art peut offrir à son auteur, aucun métier au monde ne peut le permettre. Aucun métier au monde ne peut offrir une toile de cette taille à 450 millions de dollars. Et on a vu il n'y a pas longtemps le Salvatore Mundi de Léonard de Vinci qui, 6 siècles après, donc qui a su résister à toutes les crises qu'il y a eu dans ce monde, et 6 siècles après, a été vendu donc l'année dernière à 450 millions de dollars.
Des exemples comme ça, il y en a un nombre impossible. Alors, ne serait-ce que se poser cette question aurait dû interpeller pas mal d'eux sur la nécessité d'offrir plus de respect, en tout cas plus de compréhension à ce que les uns et les autres font et qu'ils appellent de l'art. Alors, depuis, qu'est devenu votre quotidien? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre quotidien? Je dis, ma vie, elle est très simple en réalité. Je ne fais que faire ce que mon papa me disait. À un certain âge, disons de préférence entre 50 et 55 ans, un homme a besoin de deux choses. Vivre d'une spiritualité et vivre une passion saine. Cette spiritualité, elle est en moi depuis ma tendre enfance. Je ne suis pas totalement bon, mais je sais que je consacre assez de temps pour réellement découvrir ce que je considère être l'essentiel, c'est la relation homme-homme, et au-delà de cette relation homme-homme, la relation homme-Dieu. Donc je reste dans une certaine forme de spiritualité. La passion, je la découvre. Je l'ai découverte par la lecture il y a quelques années, ensuite par l'écriture, et depuis 6 ans et demi, voire 7 ans au 30 décembre prochain, par la peinture. Je peins ici et je ne sors pas d'ici. Donc, quand je suis au Sénégal et particulièrement à Dakar, il ne se passe pas une journée sans que je ne vienne travailler. Je veux devenir artiste et pour ça, il faut que je travaille avec sérieux et rigueur, tout en ne me prenant jamais au sérieux. Mais pour travailler avec sérieux et rigueur, pour performer, il faut s'éprouver tout le temps, d'autant que je suis autodidacte. Donc, je passe, disons, au moins 9 heures par jour dans ce nouveau métier, ou en lisant, ou en découvrant d'autres mouvements, ou en peignant. C'est ma vie d'aujourd'hui, en tout cas depuis 6 ans et demi, voire 7 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pu découvrir dans cet art que vous n'auriez pas dû découvrir si vous étiez toujours dans votre métier d'ingénierie des télécoms? Une certaine mobilité, certains mouvements et une certaine proximité avec le créateur. Vous savez, l'artiste est celui à qui on prête cet attribut de Dieu qui est le créateur. Donc je disais que c'est un petit peu le créateur entre guillemets. Si vous cherchez à offrir une exclusivité, parce que Dieu seul sait offrir une exclusivité, il n'y a qu'un élément exclusif sur cette terre, c'est l'homme. Soyez-vous des jumeaux monozygotes, vous serez toujours différents l'un de l'autre parce que vous n'aurez jamais le même ADN. En dehors de cela, c'est dans l'art, la peinture particulièrement, que l'on peut espérer trouver réellement quelque chose d'inimitable. Et c'est très simple. Donc la première des choses que j'ai eu à découvrir, c'est essayer de comprendre la relation Dieu-homme. Et c'est ainsi que j'ai découvert que lépp lu Yàlla sàkk ci àddina ak ci àllaaxira nit moo tax mu sàkk ko, parce que c'est lui-même qui dit dans son Coran que ce qu'il a de plus cher, de plus important sur cette terre, c'est l'homme. Et cet homme-là, il a choisi le ventre de la femme pour créer ce qu'il a de plus cher sur cette vie. Il aurait pu le faire à partir d'un arbre, à partir d'une roche, à partir de l'argile, à partir des côtes de terre. Il a choisi le plus beau laboratoire qui puisse exister sur terre, le ventre de la femme. Et dans cet élément-là, même s'il s'agit de tripler, de quadrupler, de machin, il y a quelque chose qui fera des éléments, de ces jumeaux-là, des éléments indépendants sur leur ADN. Donc, quand je me suis mis à peindre, je me suis dit, bon, voilà, si je dois offrir une exclusivité, il faut que je reste dans le principe de la gestation. Dieu a décidé, alors qu'il a toutes les possibilités de créer en une journée, il a décidé de créer en 9 mois. Moi, en tant que peintre, je veux créer, entre guillemets, je vais créer en utilisant 9 couches. Et à un certain moment de l'œuvre, je fais ce que j'appelle l'ADN de l'œuvre. Donc quelque chose que personnellement, je ne serais pas dans la possibilité de reprendre ou de remettre sur l'œuvre. Donc j'utilise le mouvement de l'eau, j'utilise la fluidité des types de peinture que je mélange, j'utilise la direction du vent, j'utilise le soleil qui tombe un petit peu sur l'œuvre pour permettre un craquelage ou pas de craquelage. J'utilise énormément de techniques jusqu'aux ingrédients locaux tels que l'huile de palme, un petit peu de café, un petit peu de warga, etc., ou du sang de cactus pour réellement faire de chacune de mes œuvres une exclusivité. C'est du temps, c'est de la réflexion, c'est de l'alchimie, c'est tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, je pense aujourd'hui que dans chacune de mes œuvres, il y a quelque chose qui fait, ou par le poids, ou par les couleurs, qu'aucun homme sur terre ne pourrait limiter. Alors c'est ce qui fait dire à certains que je suis un petit peu trop cher, je m'en fous un petit peu. Je sais ce que je fais, ma valeur, je ne laisserai à personne la fixer, je la fixerai moi-même. Voilà.
Sinon, je continuerai à garder mes filles à côté de moi jusqu'au jour où je serai là ou je ne serai pas là. Quelqu'un de plus beau que ceux qui sont là viendra me demander leurs mains et ils partiront avec, ou ils demanderont à mes petits-enfants qui le lâcheront. Et moi, en tout cas, je ne les lâcherai pas comme ça. Dieu revient souvent dans vos discours. Comment expliquez-vous cet attachement à la divinité, aussi bien dans vos discours que dans vos œuvres? Mais c'est très simple. Je suis musulman de naissance. Je suis poulard. Toute ma vie a rythmé autour du texte, le Coran. Je suis de fils de parents profondément croyants et pratiquants. À 27 ans, j'étais déjà président de Daïra. Je suis talibé tijane. Le jour où je toucherai à quelque chose qui me détache de ma religion, j'abandonnerai cette chose-là. Je suis resté dans la peinture après avoir entendu, écouter très longuement Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum dans ses conférences sur l'art. Je me suis attaché à l'art parce qu'en réalité, dans ma vie, il y a 3 chiffres qui revenaient tout le temps dans tout ce que je faisais bien avant que je ne peigne. C'était la présence du 4 dans ma vie, la présence du 7 dans ma vie, la présence du 9 dans ma vie. Mais quand j'ai vu que même jusqu'à ma date de naissance, j'étais en réalité dans cette sourate Rahman, là où Dieu nous dit que quand il envoie un message sur cette terre, ce message est destiné aux 2 charges, j'étais quand même tout heureux, ou en fait aux 2 opposés, c'est-à-dire que j'étais dans un 25 par là, dans un 52 dans l'autre sens, et au milieu, le fameux 3, tant aimé par Cheikh Abdul Qadir Jailani, qui nous le ramène tout le temps dans le secret des secrets. Et quand on s'amuse à faire un petit peu la composition de tout ça, on va retomber sur un 4 quelque part, qui va correspondre en dehors des 4 syllabes du prophète Mohammed alayhi salam, le nom principal d'Allah selon la Torah comme selon le Coran, le 4 pour parler des 4 éléments de notre ADN, le 4, le 4, le 4, le 4, le 4 pour parler de plein de choses. C'est pas pour rien que partout où je suis propriétaire, dans tout ce que je fais dans ma vie, vous verrez à l'entrée de ces choses-là, toujours le sceau du roi Salomon qui m'accompagne partout. Et ce lot du roi du Salomon, c'est en fait ni plus ni moins qu'un carré de 7 petits carrés, pour dire un 49 au bout. C'est ce que vous voyez ici en bas, et ce 49, donc se solde par un 13, l'inverse d'un 31, pour dire le nombre de fois où Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle, toujours dans cette même sourate Rahman, par Fabiya Yala et Rabbi Kuma Tukaziban. Maintenant, Dieu est tout le temps aussi présent dans ma vie. Parce qu'un de mes professeurs de mathématiques, en me disant qu'il faut toujours tout faire avec sérieux et rigueur sans jamais se prendre au sérieux, m'a parlé de la vie de Graham Bell, qui m'a fait aimer les télécommunications. Cet homme qui avait une épouse sourde et une maman sourde était habité par une intention phénoménale, celle de créer un appareil pour se faire entendre par ces 2 êtres qui lui étaient chers. Il n'a jamais réussi à force de volonté à créer cet appareil, mais il a fini par inventer le téléphone. Ce téléphone qui aujourd'hui bouleverse et change les vies de tout le monde. Qu'on le reconnaisse ou qu'on ne le reconnaisse pas, nous sommes tous devenus aujourd'hui des connectés, des subissants, en tout cas cette technologie-là. Et ça, c'était à force de volonté. Cette volonté, c'est le prophète alayhi salam qui nous l'enseigne. Il nous dit que si la volonté de l'homme s'attachait à atteindre ce qui est au-delà du trône céleste, elle y parviendrait forcément par la grâce d'Allah. Donc, Allah est forcément au début et à la fin de toutes mes actions. Maintenant, est-ce que ce que je fais est bien ou pas bien? Ça, c'est à lui d'apprécier. Je ne m'en encombre pas. Je fais en toute conscience des choses que je pense correspondre à ce qui est bien. Et j'évite tant que faire se peut de toucher à ce qui pourrait correspondre à ce qui est mal. Maintenant, est-ce que je suis bon, est-ce que je ne suis pas bon, est-ce que je fais dans le bien, est-ce que je fais dans le mal? Je ne m'en suis jamais préoccupé, je fais et j'avance. En tant qu'artiste, Dakar abrite depuis plusieurs années une biennale des arts et des lettres. Cette année-ci, la biennale a été organisée. Alors, quelles sont les retombées de cette biennale sur vos activités au niveau de votre galerie ici à Ngor? Mais je vais en profiter pour remercier d'abord les responsables de la Biennale 2018, en l'occurrence la secrétaire générale de la Biennale qui m'avait beaucoup accueilli et soutenu, et remercier particulièrement M. le ministre Abdou Latif Coulibaly pour le travail colossal qu'il a quand même eu à abattre
aux fins de la satisfaction de ceux qui étaient là à Dakar et qui ont participé à cette biennale. Je remercierai particulièrement celui qui m'a sorti de l'île de Ngor, le professeur Magaye Kassé, et qui a été donc mon mentor un petit peu, quelque part, aussi mon commissaire, c'était même pas quelque part, c'était le commissaire de mon exposition, qui m'a offert tout son portefeuille, tout c'est possible pour permettre réellement la réussite de ma contribution au niveau de la bibliothèque université de Cheikh Anta Diop. J'étais satisfait en ce sens que durant cette biennale, je pense être un de ceux qui avaient été le plus visités. J'ai quand même reçu, réellement compté et enregistré, répertorié plus de 4200 visiteurs, ce qui est quand même assez rare durant la période d'une biennale. Avant la biennale, nous avions organisé avec le professeur Magaye Kassé une grande table ronde au Terroubi qui avait accueilli de grands universitaires, dont le recteur de l'université Cheikh Anta Diop, le président de l'université Dakar Bourguiba, un ami du professeur Magaye Kassé, le professeur Souleymane Bachir Diagne, un ami professeur titulaire des universités Jean-Louis Georget et la responsable des archives et de la documentation du musée du Quai Branly, Mme Sarah Fourgas. Donc on avait reçu plein d'universitaires, de grands artistes, de grands talents comme Anta Germaine, de grands psychologues, de grands sociologues, etc. etc. Donc c'était en prélude un petit peu à cette biennale. Maintenant les retombées, si on les mesure en termes de retombées économico-financières, il n'y en a pas. Parce qu'en réalité, je n'étais pas parti pour vendre durant cette biennale. Je voulais tout simplement faire ce que j'avais appelé ma dernière mise avant de passer à une autre phase. Donc c'était une phase importante de mon existence en tant qu'artiste que je veux être, que j'avais décidé de faire cette biennale-là. Je l'ai faite. Il y a eu des retombées intéressantes parce que la visibilité a grossi. Mes œuvres ont connu une certaine épaisseur dans le commentaire. J'ai reçu beaucoup de critiques d'art, j'ai reçu beaucoup de collectionneurs, j'ai reçu beaucoup de galeristes. Et aujourd'hui, sur le plan international, des États-Unis jusqu'en Chine, il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait galeristes ou en tout cas manifestation d'intérêt partant de ces pays-là. Nous travaillons sur un certain nombre de programmes en destination du Columbia University. Nous travaillons sur un certain nombre de programmes avec l'Institut Frobenius de Francfort et peut-être avec Sorbonne 3 pour accueillir un certain nombre d'œuvres qui parleraient de l'art préhistorique et de l'art préhistorique et modernité. D'autres sont très intéressés par des œuvres qui traitent de la thématique que j'avais suggérée, une humanité pour demain. Maintenant, je viens de finir la structuration de mes prix. Il faut bien que je vende. Je souhaiterais que mes œuvres, pour l'essentiel, restent au Sénégal. Pour qui sait ce que représente en fait une œuvre d'art aujourd'hui dans le monde. Je serais un petit peu perturbé, même si cela rapporte beaucoup plus d'argent, d'avoir l'ensemble de mon travail dans des pays étrangers au Sénégal. Je voudrais que cela aussi puisse avoir mes œuvres. Mais en priorité, si je devais en décider, les œuvres qui sont en tout cas répertoriées, les plus belles et les plus intéressantes, resteraient chez moi pour permettre demain à mes petits-enfants, sans avoir à demander un visa ou acheter un billet d'avion, d'aller les voir ici à côté d'eux en se payant tous juste un taxi ou en prenant leur véhicule. Je leur souhaiterais quand même, je leur souhaite d'avoir leur véhicule pour pouvoir y aller tranquillement. Et ça, ce n'est pas ma décision. Il faudra bien qu'il y ait des acheteurs. Ces acheteurs peuvent être l'État, peuvent être les communes, peuvent être des individus. Mais je voudrais, même si c'est chez moi, vendre à des structures ou à des personnes qui auront du respect pour l'œuvre d'art. Pas des gens qui vont acheter parce que tout simplement ils ont un salon jaune. Il leur faut acheter quelque chose qui aille avec leur salon jaune. À cela, je demanderai d'aller chez Orca. Le musée des civilisations noires va être inauguré le 6 décembre prochain par le chef de l'État. L'annonce a été faite par le ministre de la Culture, votre ami Abdou Latif Coulibaly. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir les œuvres du berger de l'île de Ngor exposées dans ce musée-là? Cette question, je crois que le directeur général du musée serait plus à même d'y répondre. Pas moi en tant qu'artiste. Mais quel est l'artiste qui ne se laisse pas flatter pour réellement avoir une ou deux de ses œuvres à l'ouverture de ce musée-là? Si ceux-là qui ont la charge, ou en tout cas la décision, estiment qu'une ou deux ou plusieurs de mes œuvres avaient leur place dans ce musée et me sollicitent pour cela, oui, je le ferai de gaieté de cœur. Je leur prêterai des œuvres un certain temps, si réellement la demande était formulée. Pour que cette demande soit formulée, il faudrait que je puisse avoir au moins une œuvre qui réponde à un certain nombre de critères de choix
pour réellement rentrer dans ce musée. Bon, si tel était le cas et qu'il m'emprunte des œuvres, oui, je le ferai de gaieté de cœur. Offrir des œuvres, non. Je n'offre pas d'œuvres. Il faut que dans ce pays, l'on sorte d'une certaine forme de misérabilisme. Il faut que les gens comprennent qu'un travail, ça a un coût et qu'il faut le payer. Que je vende à mon pays un petit peu moins cher qu'ailleurs, je dis oui. Que je vende à mon pays avec des conditions beaucoup plus souples qu'ailleurs, je dis oui. Mais je n'ai pas d'œuvre à offrir. À prêter, oui. À offrir, non. Alors, pour en revenir à vos œuvres, quel est le thème central qu'on peut retrouver dans vos créations? Vous savez, je suis sorti de la Biennale où j'avais présenté 49 œuvres sur le thème qu'est l'humanité pour demain. Et ces œuvres-là partaient donc du passé lointain, donc de l'art rupestre et l'art pariétal, donc l'art préhistorique, en fait, pour aller jusqu'au futur, c'est-à-dire traiter de cette cinquième conscience historique qui sont les attentes, les promesses pour demain. Ce que la science et ce que l'homme nous promet pour demain. Donc ça, je crois qu'on est passé là-dessus. Depuis que je suis rentré de cette biennale-là, je me suis amusé à rappeler quelques points d'histoire. D'abord en traitant de la fille du Tunka, parce que je m'étais rendu compte durant mon séjour à l'université que nombreux étaient les étudiants qui ignoraient l'existence de ce royaume du Ngalam. J'ai fait une petite enquête chez toutes nos femmes qui adorent les bijoux en or pour leur dire: est-ce que vous savez l'origine de votre bijou, le Ngalam? Elles ignoraient. Donc j'ai traité de la fille du Tunka. La fille du Tunka, le Tunka c'était le maître de l'or, c'était le roi Sarakhole qui gérait cet empire du Ngalam qui allait donc de Dakhar Bango jusque vers Bakel. Quand je suis sorti de là, j'ai travaillé sur d'autres thèmes, les sujets malades qui ont aussi besoin d'une autre humanité. C'était sur la demande du professeur Maguey Kassé qui m'avait demandé de traduire un livre d'un écrivain allemand qui s'appelle Fischer. Et donc là, j'ai travaillé sur une dizaine d'œuvres qui traitent, j'avais commencé ce travail-là avant la Biennale et je l'ai poursuivi jusqu'après la Biennale, qui traite donc de ces sujets malades. Après, j'ai été visiter la sous-région en faisant un plaidoyer pour un cessez-le-feu entre Dogon et Peul en traitant de cette œuvre-là qui s'intitule donc Un jour bleu sur le champ du Ogon. Le Ogon, c'est le chef spirituel des Dogons. Et tout à fait en haut, là-bas, je traite de Bolel Li, donc un Peul, qui visite les Dogons, qui sont en train de déterminer le chemin des masques. C'est un petit peu de ceux qui appartiennent à ce culte, le culte Awa, chez les Dogons. Mais c'était aussi pour rendre hommage à deux aînés décédés. L'un, c'était Boubacar Koné, qui, par mon biais, avait fait de l'État du Sénégal son légataire particulier pour le musée Le Boribana. Et le professeur Amidou Dia, que j'avais sollicité pour faciliter cette chose auprès du chef de l'État. Voilà. Donc, depuis quelque temps, je me dis qu'on va vers une campagne électorale. Et je me suis amusé à vouloir traiter des faces cachées de notre démocratie. J'ai pris 15 personnalités politiques en partant de Ibrahima Seydou Ndaw jusqu'à mon beau-père, Maître Babacar Niang, en passant par Omar Blondin Diop, Lamine Gueye, Feu Cheikh Anta Diop, Waldio Ndiaye et autres, Seydou Sissoko, Ousmane Sembène, pour réellement attirer, les offrir comme modèle à ceux qui ont la prétention de prendre la charge de notre destinée. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est Alain Pierrefitte qui disait que la conduite des affaires d'un État est une chose très sérieuse et d'une complexité à nul autre pareille. Elle requiert de la prudence, du pragmatisme et de la patience dans sa démarche. Alors, quand j'ai vu une centaine de candidats, je me suis dit que bon, ça commence quand même à peser lourd pour le pays de 14 à 15 millions d'habitants que nous sommes. Et qu'il est peut-être important que nous rappelions un petit peu certaines parties de l'histoire qui n'ont été que mal écrites ou pas écrites du tout. Quand on pose la question à certains étudiants jusqu'à des âgés de plus de 30 ans, la question de savoir, savez-vous quel est le rôle qu'un homme comme Feu Tidjane Beydili a joué dans la démocratie de ce pays, ils ignorent tout. Posez-leur la question sur Maître Babacar Niang, ils en ignorent énormément. Alors parlez-leur de Seydou Sissoko, c'est la catastrophe.
On se plaint toujours des mesures de ceci ou de cela, mais rares sont les moments où on se souvient de Omar Blondin Diop pour aller lui rendre hommage, etc., etc. Donc je dis que je vais quand même faire un petit peu des portraits de l'ensemble de ces personnalités, et peut-être que d'ici le mois de décembre, quand je finirai ces œuvres-là, j'offrirai ces œuvres à ceux qui, en tout cas, demain, auront la charge de se présenter et de nous présenter des programmes. Ça sera aussi une occasion pour moi de compléter un petit peu mon discours sur quelle humanité pour demain, parce qu'en réalité, ce que nous attendons aussi d'eux, c'est qu'ils nous disent, qu'ils nous proposent quelque chose pour le Sénégal de demain. Et ce Sénégal-là ne peut être exclu de l'humanité dans sa globalité. Nous vivons les mêmes problèmes que les Américains et ailleurs. Il faudra donc qu'ils répondent à un certain nombre de questions s'ils veulent réellement gagner la confiance des Sénégalais et rester et être considérés comme hommes politiques. J'ai l'habitude de dire qu'il y a l'homme politique et le provocateur d'émotions collectives. Les Sénégalais n'ont plus besoin de provocateurs d'émotions collectives. Ils ont besoin réellement de politiques capables de se projeter et de nous proposer des choses quand même plus ou moins intéressantes, même très intéressantes. Pour en revenir à la politique que vous avez esquivée tout à l'heure, comment voyez-vous nos hommes politiques avec cette nouvelle génération de politiciens qui arrivent et les anciens qui sont là, la bataille entre les deux générations? Comment appréhendez-vous cette situation aujourd'hui? Je dirais qu'en réalité, les hommes m'intéressent très peu. C'est le Sénégal qui me préoccupe. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, un certain nombre d'expériences a été tiré de ce qu'on appelait un certain package plus ou moins libéral. Ce package, c'était un petit peu un package où l'individu prenait le pas sur le collectif. Ça, je dis, ça ne correspond pas à nos réalités sénégalaises. Nous sommes plus dans le collectif que dans l'individualisme. Dans ce package, on nous parlait souvent de démocratie. Aujourd'hui, je suis très inquiet. J'ai l'habitude de dire à mes amis que le jour où Google et Facebook connaîtront mieux que nous nos goûts et nos préférences politiques, notre démocratie, elle sera du has-been. Elle ne tient plus là et on est actuellement dans cela. Je suis inquiet parce qu'en réalité, on nous parlait tout le temps aussi de l'État-providence. Et dans souvent plein de discours d'hommes, je ne citerai pas le bord où il se situe parce qu'encore une fois, je suis un artiste et je n'aime pas qu'on me colle en truc. C'est le Sénégal qui me préoccupe. Quand on nous parle de l'État-providence, ça me pose problème. Parce que sur le marché de l'emploi aujourd'hui, l'homme n'a plus comme concurrent l'homme, l'homme a comme concurrent la machine. Je voudrais réellement que ceux qui disent qu'ils vont ou qui vont solliciter la confiance populaire pour prendre en charge cette nation, répondre au moins sur le comment juguler les problèmes liés à l'intelligence artificielle, les problèmes liés à la technologie en général, les problèmes liés au changement climatique et naturellement à la mondialisation et son accélérateur qu'on appelle la loi Moore. Si on ne sait pas répondre à ces questions de manière objective et scientifique, il serait difficile, qui l'on puisse être, de gérer proprement le demain de ce Sénégal. Je n'en dirai pas plus. À eux maintenant de répondre, ce sont eux les politiques. Moi, je veux devenir artiste. Chers internautes, comme vous avez pu le remarquer, on ne peut pas épuiser toutes les questions avec un artiste aussi multidimensionnel. Ce que nous allons faire, c'est lui redonner la parole pour qu'il vous dise son mot de la fin. Bien, remercier un petit peu tout le monde et inviter tous les Sénégalais, l'ensemble des Africains et les citoyens du monde à ne pas laisser la réflexion aux seuls dits politiques. Dans ce lot, il y a deux choses, il y a les politiques, il y a les provocateurs d'émotions collectives. Que la réflexion soit portée par tout le monde, qu'on essaie ensemble de donner à cette réflexion une certaine épaisseur pour le bien de nos descendants, pour notre bien, et essayer ensemble, par la réflexion, d'éviter que le coût de nos turpitudes soit tout simplement reporté sur les générations à venir. Je vous remercie.